Et en bas, je donnerai des exemples sur comment commencer. Live streaming is on. Super. Donc voilà, moi je suis Marc Krusik, je suis développeur de jeux vidéo depuis 2004. Donc je suis avant tout un développeur .NET C#. Et donc je suis consultant pour différentes industries, l'industrie de la santé, l'éducation, la fintech et un peu tout ce qui vient. Donc je suis aussi ce qu'on appelle un expert en gamification, c'est-à-dire que je peux prendre une situation et la rendre plus ludique, plus agréable, évidemment dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur ou de faire en sorte que ce soit plus agréable. Et j'ai aussi eu l'occasion de faire de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Avant tout, c'est un logiciel qui s'appelle Unity 3D, qui sert à faire à peu près la moitié des jeux vidéo du monde aujourd'hui. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est la data visualisation dans le milieu du jeu vidéo? Alors, donc, souvent quand on parle de data visualisation, on parle de technologie de jeux vidéo, on imagine tout de suite les dernières technologies. Donc particulièrement tout ce qui est réalité virtuelle ou réalité augmentée. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. La data visualisation, ça fait vraiment très longtemps qu'on en a dans les jeux. Et pour vous montrer un peu, ça par exemple, vous connaissez cette icône, c'est une icône de vie. Ce sont des points de vie. Si je vous montre une pièce d'or, pareil, ce sont des éléments qui signifient généralement des choses qu'il faut ramasser, ou on peut avoir aussi de la mana ou autre chose. Bref, dans les jeux vidéo, qu'est-ce que c'est la data visualisation? C'est la définition de Wikipédia. C'est des techniques qui permettent de communiquer des données ou de l'information en l'encodant en tant qu'objet visuel. Donc, pour vous qui connaissez beaucoup la data visualisation, surtout du côté données, dans le jeu vidéo, on connaît ça surtout avant tout du côté des objets visuels. C'est-à-dire que représenter des chiffres qui vont de 1 à 10, c'est assez courant. Par contre, dans le jeu vidéo, quand ce sont des points de vie, de la mana, des pièces d'or, autre chose, on a des milliers de façons de représenter des données assez simples pour créer des sens différents dans l'esprit des joueurs. Alors, je vais vous donner un exemple avec Diablo 2. Voilà un écran typique de Diablo 2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, grosso modo, cette zone-là, c'est la zone principale où vous avez votre bonhomme. Voilà, il y a un bonhomme, il a une grosse épée, il tape sur les méchants, etc. Mais il y a différents niveaux en fait, de visualisation de données. Par exemple, vous avez ici ces informations qui sont de couleur vive, qui correspondent à des informations importantes pour le joueur. Généralement, quand les niveaux arrivent à 0, soit vous êtes mort, soit vous êtes en très mauvaise position, donc c'est important que ce soit très visible à l'écran. Vous avez cette partie-là qui représente l'équipement du personnage, c'est-à-dire ce personnage que vous voyez plus tôt, ici on voit qu'est-ce qu'il possède comme élément. Et quand vous vous intéressez à un élément en particulier, vous avez des données supplémentaires vous donnant des détails donc, sur qu'est-ce que ce sont exactement que ces éléments, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, de pas intéressant, comment les comparer, est-ce qu'ils sont plus intéressants que des éléments que l'on avait précédemment, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un jeu qui se joue en temps réel, avec parfois énormément de monde, des situations compliquées. Pourtant, les joueurs sont capables d'absorber, de comprendre toutes ces informations, y compris parfois des joueurs très jeunes. Vous avez des joueurs 12 ans, 9 ans, etc., qui jouent déjà ce genre de jeu et qui sont capables de gérer toutes ces informations et tous ces niveaux d'information à la fois. Voilà, par exemple, une situation où il faut ramasser des objets au sol et l'importance des différents objets est signifiée par un code couleur. Vous avez par exemple ici des objets plutôt bleus et vous avez ici des objets d'une autre couleur, par exemple orange. Qu'est-ce que c'est le but? Le but, c'est de ramasser ces objets, évidemment, de choisir rapidement ceux que l'on souhaite posséder et donc de façon à les organiser, par exemple, dans un inventaire ou dans un coffre. Et pour vous montrer un exemple, finalement, alors que c'est un jeu qui est considéré comme relativement complexe, même des jeux qui sont considérés comme très simples, comme par exemple Candy Crush, finalement reprennent ce genre d'informations. Par exemple, dans Diablo 2, vous devez parfois mettre des heures et des heures pour ramasser ne serait-ce qu'un seul de ces objets. Dans Candy Crush, vous les dégommez à la chaîne. Et pourtant, les principes restent relativement équivalents, c'est-à-dire que le but, c'est de comprendre extrêmement vite qu'il y a une information que vous souhaitez placer, organiser, transférer, et de façon extrêmement rapide. Donc, dans Candy Crush, vous avez des bonbons, ça peut être aussi des pierres précieuses. Vous comprenez que c'est avant tout un code couleur, code de forme et des codes couleurs. Si vous regardez des images comme Candy Crush en noir et blanc, vous comprenez quand même le jeu. Si vous êtes daltonien, vous comprenez quand même le jeu. Parce qu'ils ont des façons différentes d'exprimer ces différentes informations. Et donc, même des jeux qui sont très différents peuvent reposer sur ces mécaniques de base. Donc, finalement, la data visualisation dans les jeux, qu'est-ce que c'est? Il faut avant tout que ce soit lisible par un humain. Parce que chaque humain a besoin de comprendre toutes les informations, y compris parfois quand il est très jeune. Ce qui fait que toutes les informations d'un jeu vidéo doivent être accessibles et compréhensibles. Il faut aussi faire montrer quelles sont les données qui sont plus intéressantes que les autres. C'est-à-dire qu'une donnée qui est plus importante
doit forcément être plus grosse, d'une couleur plus vive, donner plus envie d'être acquise. Par exemple, c'est le cas classique d'un trésor. Le trésor, ça brille partout, etc. parce qu'on veut que même un joueur qui ne connaît absolument rien au jeu comprenne que ces informations-là, ces éléments sont importants, qu'il doit absolument les collecter et en prendre possession. Ça, c'est le cas classique de quand vous avez une grosse barre rouge dans un graphique pour dire c'est important et c'est pas bien, et vous avez une grosse barre verte pour dire c'est important et c'est bien. Et vous avez les couleurs intermédiaires, généralement, personne ne sait exactement sur à quoi ça correspond. Mais le but, c'est de montrer que c'est important. Et enfin, une constituante du jeu vidéo, il faut faire des choix rapides. Souvent, les jeux sont en temps réel, c'est pas, on ne peut pas rester 2 heures devant une feuille Excel. Il faut prendre une décision, parfois en 10 secondes, parfois en 1 seconde, parfois en un dixième de seconde. Les joueurs très performants de certains jeux font parfois largement plus de 100 actions à la minute. Ils ont besoin de faire énormément de décisions. Et c'est ça, en fait, le but de la data visualisation dans les jeux, c'est de montrer ces informations-là et de permettre de très rapidement comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et faire un choix immédiatement. Là, je vais vous montrer un autre exemple avec un jeu qui s'appelle SimCity. Donc voilà, ici, je vous montre une image de SimCity. SimCity, c'est un jeu de gestion de ville. Donc, clairement, à l'écran, vous avez représenté ce qui est un bâtiment, un building. Et moi, je vous montre ceci. Ceci, c'est un prototype personnel et je souhaitais représenter des données. Et comme j'avais quelque chose qui ressemblait un peu déjà à des bâtiments, j'ai choisi d'aller plus loin et d'avoir une représentation visuelle qui s'inspire des bâtiments. Ça, par exemple, c'est donc une data visualisation inspirée de SimCity. Donc, le but, c'est pas d'avoir des informations précises et objectives, comme des chiffres, c'est plus avoir des ressentis et des impressions, pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et sur quoi je veux prendre des décisions. Et ici, on est dans un cas d'une représentation de code informatique. Donc, ces bâtiments que vous voyez représentent un code informatique, et ce sont des bâtiments. C'est-à-dire que chacun de ces bâtiments représente un fichier de code. Alors, vous remarquerez ici qu'il y a des couleurs orange qui veulent dire c'est pas bien. Donc, ce qui permet de rapidement repérer qu'il y a des parties qui ne sont pas bien dans ces données. Et là, voilà, une représentation simple. Est-ce que vous pouvez deviner où est le plus grand problème? Donc, il y a une partie qui est en rouge avec des flammes. C'est bien pour dire qu'il y a un problème. Ici, c'est une représentation plus qui permet d'indiquer des problèmes en sécurité, notamment en cybersécurité. Donc, vous comprenez bien qu'une représentation globale d'un système informatique, de façon aussi simple que ça, permet à tout le monde dans une équipe de comprendre qu'il y a un problème à un endroit. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques. Grâce à ce genre de data visualisation et à un langage classique il y a des bâtiments, il y a du feu et c'est mal quand les bâtiments sont au feu, vous comprenez facilement donc qu'il y a une décision importante à mener rapidement pour éteindre l'incendie. Donc, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est je vous avais parlé tout à l'heure des objets visuels, et c'est vrai que les jeux vidéo sont absolument passionnés par les objets visuels. On en utilise énormément, et surtout, ce qui fait que quand on a une représentation qui est avant tout basée sur les objets visuels, on a tout un fonctionnement qui est entièrement décidé, contrôlé par ces objets visuels. Alors, je tiens quand même à préciser que ce genre de prise de décision, ce n'est pas une prise de décision absolue. C'est pas, vous n'avez pas un chiffre, un pourcentage, quelque chose qui vous indique exactement ce qu'il faut faire. C'est plus une question de ressenti. Ça permet de vous donner l'impression que les choses sont plus ou moins bien. Donc, et c'est particulièrement important pour pouvoir communiquer. On pense à une problématique comme le silotage, le fait qu'il y ait, par exemple, des gens qui sont dans un milieu extrêmement technique peuvent avoir du mal à communiquer avec des gens qui ne sont pas du tout techniques. Donc, il faut un langage commun et des éléments communs, comme par exemple des couleurs vertes, des couleurs rouges, les incendies et autres, permettent justement de transmettre facilement des ressentis. Pour vous donner un exemple de représentation de données, il y a ceci qu'on appelle un jeu de la vie. Alors, un jeu de la vie, sans rentrer dans les détails, vous avez tout un ensemble de cellules qui se mélangent et qui produisent un résultat. Et c'est intéressant graphiquement parce que les éléments, ça donne l'impression de se déplacer. C'est un peu comme un tableur Excel avec des cases, et le contenu des cases change en fonction des données précédentes. Là, je vous montre par exemple une autre représentation. Donc, vous avez toujours des éléments qui se déplacent de case en case, sauf qu'ici, je le fais en 3D. C'est-à-dire avec quelque chose d'équivalent finalement de cellules Excel qui disent dont les contenus bougent d'une case à l'autre. On peut dire, bah, tiens, si on représente ça sous la forme de briques, sous la forme de cubes, on peut donner l'impression de construire un bâtiment. C'est un peu comme quand vous colorez des cases et que, de façon un peu par hasard, ça donne une symétrie, vous trouvez ça plus joli. De la même façon, on peut représenter ce genre de données. Ça, c'est un point de vue, c'est intéressant pour les gens qui commencent la data visualisation
Parce que souvent, comme ils viennent de sujets comme Excel, qui ne sont pas forcément très graphiques, vous savez peut-être qu'il y a par exemple des gens qui utilisent Excel pour faire des peintures, pour faire des dessins. Ils colorient chacune des cases à la main et ça fait un dessin. De la même façon, en utilisant des fonctions, en utilisant d'autres systèmes, en utilisant d'autres systèmes informatiques, en partant de quelque chose d'aussi simple qu'une grille de données, vous pouvez aller beaucoup plus loin et donc créer le genre de choses que je vous montre à l'écran. Un autre exemple de composition de données, ici vous voyez deux images. Il y en a un avec des cubes jaunes, et après ça, vous voyez que les cubes jaunes sont devenus rouges. Et ça, en fait, c'est une représentation d'une fonction qui s'appelle map et qui permet tout simplement de transformer les données. Donc, c'est encore là une représentation graphique de données qui sont transformées. Et d'ailleurs, c'est un petit jeu qui consiste donc à représenter des données par des cubes et surtout à les convertir. Donc, ça permet d'apprendre petit à petit les différentes fonctions de conversion. Vous remplacez une couleur par une autre, vous ajoutez une couleur en plus d'une autre couleur. Et ça, ce sont des mécaniques classiques que l'on utilise dans le traitement des données. Et comme là, c'est représenté graphiquement, ça permet d'aborder des situations plus simples et donc surtout de se concentrer sur l'apprentissage. Donc c'est ça, le but, c'est de comprendre ces fonctions grâce à des représentations graphiques. C'est exactement comme quand vous lisez un manuel et que dans le manuel, il y a aussi des petits schémas qui vous montrent, qui essaient donc de vous expliquer, de vous apprendre. Là, c'est de façon interactive. Vous pouvez essayer. Et en plus de ça, donc, il y a des niveaux qui permettent d'aller plus loin dans la connaissance. Vous commencez par des situations simples et vous voyez des exemples interactifs de plus en plus complets. Alors, un autre genre de jeu, c'est un genre de jeu qui s'appelle le idle game. Et en fait, le principe de ce jeu, ça consiste à attendre. Alors, il y a eu des jeux célèbres comme par exemple Cookie Clicker. Vous cliquez sur des cookies et après ça, vous attendez de rassembler de plus en plus de cookies. Ça, c'est un prototype d'un jeu personnel où vous rassemblez des ressources minières. Donc, vous avez par exemple des perceuses automatiques qui vont vous donner des ressources et donc vous attendez que ça se remplisse. Évidemment, ces ressources, vous en faites quelque chose. Vous allez, par exemple, transformer les ressources de fer en plaques de fer. Avec ces plaques de fer, vous allez construire des perceuses. Donc, vous allez pouvoir récolter encore plus de plaques de fer. Et rapidement, vous vous trouvez pris dans une espèce de frénésie de consommation de données qui fait que vous avez besoin de toujours plus de cookies, toujours plus de plaques de fer, toujours plus d'éléments. Et au bout d'un moment, le jeu joue un peu sans vous, c'est-à-dire que vos barres de progression se remplissent et vous attendez sur votre téléphone, vous vous connectez une fois toutes les quelques heures pour voir comment ça a progressé. Donc, c'est un genre de jeu qui est fait pour les gens qui ont 5 minutes de temps en temps et qui ont plaisir de voir les données s'accumuler et d'avoir des coffres ou d'autres éléments qui se remplissent de pièces d'or, de cookies ou de n'importe quoi que propose le jeu. Ça veut dire qu'on peut faire un jeu vidéo littéralement avec une barre de progression. Et ça veut dire qu'aussi, on peut rendre des barres de progression plus agréables et même tellement agréables qu'on peut en faire des jeux et que les gens sont contents de voir des barres de chargement se remplir. C'est quand même dingue. Vous avez sûrement déjà travaillé avec des logiciels qui prennent du temps. Vous regardez la barre de chargement, vous prenez un café, vous revenez. C'est toujours pas rempli, c'est énervant. Et ben, il y a moyen d'en faire des jeux, de rendre ça plus attrayant, plus graphique. Et moi, avec ce projet, je suis allé un peu plus loin puisque j'ai voulu aller un peu plus loin qu'une simple barre de progression, donc aussi représenter graphiquement les éléments. Donc, c'est pour ça que vous voyez des petites cases qui se remplissent. Et je trouve que ça va un cran plus loin et c'est un peu plus sympa. Donc voilà, donc vous attendez pour avoir plus de données. Et aussi, c'est pour ceux d'entre vous qui sont développeurs, c'est beaucoup plus accessible pour les développeurs web. C'est un genre de jeu qui bénéficie vraiment de la facilité de créer des interfaces en web. Donc si vous êtes développeur web, il ne faut pas hésiter à commencer par ce genre de jeu. Il y a des exemples sur Internet qui vous permettent de rapidement créer un jeu vidéo avec des barres de progression. Normalement, tous les développeurs savent faire des barres de progression. Donc en allant un cran plus loin, ils commencent donc à mettre un pied dans la représentation des données avec des éléments de jeu vidéo. Alors, ça c'est bien, je vous ai donné des exemples avec des développeurs web ou des développeurs, mais est-ce que c'est possible d'utiliser ce genre de technologie sans code? Eh bien oui. Donc, je vous donne cet exemple. C'est un site qui s'appelle machination.io qui est avant tout qui est destiné aux créateurs de jeux. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas lire les plans de détail, en fait, il s'agit d'un générateur d'objets. Vous êtes dans une situation classique de jeu vidéo. Vous avez, par exemple, vous ouvrez un coffre et vous avez un objet. La question, c'est quel objet allez-vous trouver? Est-ce que vous allez trouver un objet important, pas important? Quels sont les pourcentages que vous voulez mettre en place? Évidemment, les objets pas importants, vous allez souvent les trouver. Les objets très importants, ça va être très rare. Et ça, ce système permet de représenter graphiquement ce genre de concept.
Vous avez déjà vu des schémas avec des flèches vous demandant est-ce que vous vous êtes levé? Oui, non. Est-ce que vous prenez votre café? Oui, non. Eh bien, c'est ce genre de schéma, un schéma décisionnel interactif qui vous permet donc d'avoir par exemple des générateurs de données, de prendre des choix et de voir graphiquement qu'est-ce que ça donne. Vous pouvez par exemple décider de certaines règles et générer l'ouverture de 100 coffres et voir ce avec quoi vous vous retrouvez au final. Est-ce que ça vous semble intéressant ou pas? Pour les gens qui doivent manipuler ce genre de données, pour eux, c'est important, surtout d'avoir cette représentation graphique. Ok, j'ai trouvé une centaine de trésors, mais est-ce que j'ai beaucoup d'objets importants ou est-ce que j'en ai très peu? Est-ce que si j'étais un joueur et que j'avais eu 100 fois accès à ces données, est-ce que je serais satisfait de ce que je vois ou est-ce qu'il faut que je corrige un peu? Est-ce qu'il faut que je change les pourcentages? Est-ce qu'il faut, par exemple, que je modifie quelque chose, etc. Donc ça, c'est le genre de choses. Ça permet donc de simuler des données de jeu et surtout de montrer donc, les data flows. Donc les data flows, c'est de montrer cette interaction entre données. Ça, vous le voyez avec certains logiciels. Il y a par exemple des logiciels que vous avez pu connaître qui étaient très statiques et un jour, ils ont décidé de représenter les choses de façon un peu plus dynamique, avec des animations. Vous dites, ah, c'est bien, on connaît mieux, etc. Dans le jeu vidéo, les gens partent de l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont des jeux extrêmement graphiques, mais au bout d'un moment, ils ont des données qui sont complexes. Ils ont besoin de les représenter. Et c'est pour ça donc qu'on finit par arriver à des représentations qui se rejoignent un peu. D'un côté, les gens du jeu vidéo qui ont des représentations graphiques complexes, mais qui ont besoin de comprendre quelles sont les données qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, des gens qui ont des données très complexes, mais qui commencent à avoir besoin de représentations graphiques pour traiter plus facilement les cas les plus simples. Donc voilà, pourcentage d'occurrence. Et donc voilà, et tout ça, le plus important, peut se faire sans code, c'est-à-dire que vous avez un éditeur où vous placez les petits symboles. Évidemment, il y a un certain apprentissage. Et donc c'est quelque chose que je vous recommande. Il y a une version gratuite, hein. Donc c'est machination.io, vous pouvez faire un test. Et puis surtout, je pense que si vous voulez regarder, le plus utile, c'est de commencer par des vidéos YouTube qui vous expliquent le principe avec les créateurs, qui vous montrent tout ce qu'on peut faire de joli et d'intéressant avec. Alors, le meilleur moyen de commencer. Donc le meilleur moyen de commencer, ça je parle avant tout pour les développeurs, pour ceux d'entre vous qui ont des compétences techniques sur le développement. Donc si vous voulez faire des choses sans code, le meilleur moyen de commencer, c'est quelque chose comme machination.io. Donc vous pouvez d'ailleurs commencer avec un papier et un crayon, juste représenter des flots de données. Mais avec machination.io, vous pouvez voir ces données de façon interactive. Si vous êtes développeur web, la façon la plus facile de commencer, c'est par un idle game. Donc un de ces jeux avec une barre de progression. Et donc après ça, de les enrichir petit à petit, faire en sorte que ces barres de progression débloquent d'autres barres de progression. C'est vraiment pour les passionnés de barres de progression, hein. Puis évidemment, au bout d'un moment, vous achetez des bonus qui font que les barres de progression vont plus vite. Ça, je pense que tout le monde aimerait dans la vie réelle avoir ce genre de bonus, hein. Et donc, petit à petit, vous créez des jeux. Pour les développeurs plus classiques, par exemple en C++, il y a des librairies 2D, par exemple comme la SDL, qui permettent, même de façon assez basique, de représenter des données. Pour des représentations de type jeu vidéo, ce sont des arbres, des bonhommes. Pour des représentations de type données, ça peut commencer par les camemberts, par exemple, les camemberts, les barres, les graphiques, et puis aller plus loin, justement, en faisant en sorte que ce soit interactif. Donc, faire en sorte que l'utilisateur appuie sur un bouton et qu'on voit quelque chose changer à l'écran. Et enfin, donc, pour les développeurs C#, par exemple, il y a Unity 3D, qui est donc ce logiciel de création de jeux qui permet de créer énormément de jeux. Et enfin, moi, le conseil extrêmement simple que je donne, c'est de commencer en faisant un clone, c'est-à-dire une copie conforme d'un jeu vidéo que vous aimez, et puis aussi de le montrer. Parce que voilà, moi, j'hésite pas à faire des retours aux gens, donc si jamais vous créez quelque chose, n'hésitez pas à me le montrer. Donc voilà ce qui marque la fin de notre présentation. Donc, on remercie bien tous les sponsors et l'organisation. Et enfin, si vous êtes intéressé de garder le contact, j'ai des cartes de visite, et puis donc, je donne aussi mon adresse mail, et vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, je prends l'exemple du classique de l'utilisation. Ouais. Le principal argument de vente, c'est facile à mettre en place, c'est très rapide, et en plus, on a plein de connecteurs. Ouais. Comment ça se passe au niveau de ces applications un peu custom, au niveau des
Alors justement, le jeu vidéo, il faut savoir qu'un jeu vidéo, ça se joue généralement par une personne sur une machine, et ce qui fait que toutes les informations sont déjà là. Et les jeux vidéo tournent à 60 images par seconde, ce qui fait que la difficulté, c'est beaucoup plus comment représenter les données plutôt que comment les acquérir. C'est aussi pour ça qu'il y a des jeux vidéo. Alors les jeux vidéo en ligne, eux, vont plus loin dans l'acquisition de données, mais généralement dans le jeu vidéo, les connecteurs et autres sont très souvent custom eux aussi, ce qui d'ailleurs pose des problèmes lorsqu'il y a une scalabilité, un besoin de scalabilité pour les MMORPG, les jeux en ligne et autres. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est des représentations graphiques qui sont très gourmandes en ressources, comme celle du jeu vidéo. C'est avant tout très efficace dans les systèmes où vous avez déjà les données sous la main. Donc, je conseillerais plutôt de les acquérir de façon classique, une fois que vous en avez fait le tour, de voir déjà si, par exemple, elles peuvent toutes être représentées à l'écran en même temps. Oui, parce qu'il y a aussi ça, les limites des performances des ordinateurs. Et après, de voir selon les cas ce que vous pouvez représenter, ce que vous ne pouvez pas représenter. Et pour donner une astuce supplémentaire, dans le jeu vidéo, généralement, on utilise des différents niveaux de couches. Par exemple, dans un jeu vidéo qui vous représente des bâtiments, vous pouvez regarder les bâtiments et quand vous dézoomez, vous voyez plutôt à l'échelle du département ou à l'échelle du pays. Un peu comme un Google Maps qui vous permet d'avoir différents niveaux de visualisation. Une autre question? Non, voilà. Donc ça marque la fin de notre conférence. Donc merci de l'avoir suivi. Merci. Je vais juste parler again. Bonjour. Bonjour. D'accord. Eh bien, je vais débrancher.